nouvelle semaine d'information sur Métropole. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue dans notre rendez-vous d'actualité. À la une de ce lundi, Michel-Joseph Martelly est dans le collimateur de l'ULCC pour soupçon de corruption. L'ancien président est accusé de fausses déclarations de patrimoine. Dans un rapport publié ce 8 décembre, l'ex-chef de l'État est épinglé pour de lourdes incohérences, dont sa déclaration de revenus artistiques, lesquels auraient augmenté de plus de 270% au cours de son mandat. D'autres hauts fonctionnaires sont également mis en cause, dont la ministre Niola-Line Sarah Octavius et l'ex-DG du FNE, Jean-Ronald Joseph. Une conférence internationale est prévue à New York ce mardi afin de renforcer la force de répression des gangs en Haïti. Les États-Unis et la CARICOM cherchent à mobiliser financement et contingents. Dans l'intervalle, un nouveau contingent kényan de 230 policiers spécialisés est arrivé à Port-au-Prince ce lundi. Également à la une de ce lundi, en République dominicaine, 4 employés du collège Leonardo da Vinci ont été arrêtés après la noyade de la jeune élève haïtienne Stéphora Joseph. L'établissement a été fermé après le drame à la suite d'une mobilisation médiatique qui a poussé les autorités à agir. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. L'ex-président Michel-Joseph Martelly est accusé de fausses déclarations de patrimoine selon un rapport d'enquête de l'unité de lutte contre la corruption. Les revenus personnels, artistiques et familiaux déclarés par l'ancien chef de l'État lors de sa prise de fonction présentent de fortes incohérences à sa sortie du pouvoir, souligne le rapport, qui fait état d'une augmentation de plus de 270% de ses revenus artistiques et de conférencier, alors que celui-ci n'a pas pu exercer son métier d'artiste au cours de son mandat. Dans le cadre de la publication de 5 nouveaux rapports d'enquête ce lundi 8 décembre, l'ULCC a également épinglé d'autres fonctionnaires, dont la ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, Niola-Line Sarah Octavius, pour passation illégale de marchés publics, ainsi que l'ex-directeur général du FNE, Jean-Ronald Joseph, pour abus de fonction et détournement de biens de l'État. Suivez ce reportage signé Gerbijan et Guitry Choisy. Lors de son entrée en fonction, Michel-Joseph Martelly avait déclaré officiellement son salaire présidentiel de 242 400 gourdes par mois et un revenu annuel de 100 000 $ américains en lien avec ses activités artistiques. Plus tard, ces sommes seront réévaluées par ce dernier, annonçant ainsi un revenu annuel net de 181 000 $ américains. C'est le début des incohérences détectées par l'unité de lutte contre la corruption dans la déclaration de patrimoine de l'ancien chef d'État. Il n'y a aucune preuve documentée de la poursuite des activités artistiques du chanteur-président pendant son mandat. Pourtant, ses revenus dans ce domaine avaient augmenté de plus de 270% à son départ au pouvoir, souligne l'unité de lutte contre la corruption. Ajoutez à cela des biens non déclarés comme une propriété à Pétionville ou encore des biens acquis au cours de son mandat dont le mode de financement échappe aux procédures légales. Le rapport fait état également d'omission de revenus publics perçus par l'épouse du président qui occupait le poste de conseillère. L'unité de lutte contre la corruption recommande ainsi la mise en mouvement de l'action publique contre l'ex-chef d'État pour fausse déclaration de patrimoine. Le directeur de l'ULCC, Hans-Jacques Ludwig Joseph, plaide pour la mise en place des pôles judiciaires spécialisés. En attendant la mise sur pied effective du pôle judiciaire spécialisé dans les crimes financiers que j'appelle de tous mes voeux, j'ai la conviction profonde que des magistrats qui travaillent dans des conditions particulièrement éreintantes et difficiles feront la différence en sanctionnant avec la rigueur de la loi les corrompus et les corrupteurs. L'entité qu'il dirige met également en cause l'ex-directeur du FNE, Jean-Ronald Joseph, pour avoir octroyé des subventions à l'aveugle à des organisations sans aucune reconnaissance légale. Au total, 162 millions de gourdes ont ainsi été dépensés par l'institution, dont 68 millions remis à 13 associations pour des projets n'ayant aucun rapport à la mission du FNE, dénonce le rapport. La corruption doit être mise KO. C'est l'objectif que nous poursuivons en vous présentant aujourd'hui 5 rapports d'enquête sur des faits patiemment documentés par les enquêteurs à l'endroit desquels j'adresse un hommage bien mérité.
La ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, Niola Linsara Octavius, est également accusée d'avoir passé illicitement un marché d'acquisition de drapeaux pour plus de 10 millions de gourdes, ainsi abusé de sa fonction. Dans le cadre des célébrations de la fête du drapeau, le 18 mai 2025, 50 millions de gourdes ont été décaissées par le ministère des Finances, dont 3,6 millions auraient été détournés par le directeur des activités physiques et sportives du ministère, Marc Enol Exidor. Selon un 4e rapport, le directeur général de l'Institut de sauvegarde du patrimoine national, Patrick Durandis, ainsi que son directeur de projet, El Swakola, ont également abusé de leurs fonctions en passant illégalement des marchés dans le cadre d'un projet d'aménagement, de restauration et de protection des sites patrimoniaux. L'unité de lutte contre la corruption, pleinement engagée dans sa mission d'assainir l'administration publique, tient encore pour responsable des agents publics, de hauts fonctionnaires de l'État et de hautes personnalités politiques pour avoir violé la confiance publique. Enfin, le directeur des opérations à l'université publique du Bas-Artibonite, Adzenwiller Azara, est accusé d'enrichissement illicite par le LCC. Le rapport le concernant, le dernier présenté par le responsable ce lundi, est le 68e réalisé en 5 ans, soit depuis quand Jacques Ludwig Joseph est à la tête de l'ULCC. Désormais, le gendarme anticorruption appelle la justice à jouer pleinement son rôle. Une conférence internationale doit se tenir ce mardi à New York, co-organisée par les États-Unis et la CARICOM sous l'égide de l'ONU, afin de mobiliser financement et contingents supplémentaires pour la force de répression des gangs en Haïti. Mission multinationale de 5500 hommes autorisée par la résolution 2793 du Conseil de sécurité en septembre 2025 pour succéder à la mission multinationale d'appui à la sécurité, combattre les gangs qui contrôlent plus de 90% de la population. À la veille de cette réunion, le chargé d'affaires américain à Port-au-Prince, Henry Rooster, a publié lundi sur X, et nous citons, « Les États-Unis se réjouissent de co-organiser la conférence sur la génération des forces en Haïti pour la force de répression des gangs au nom du groupe permanent des partenaires le 9 décembre. Mobiliser la communauté internationale, en particulier les partenaires régionaux, pour soutenir Haïti demeure une priorité absolue pour les États-Unis. Nous devons travailler ensemble pour lutter contre les gangs criminels qui terrorisent les Haïtiens et détruisent le pays. » Fin de citation. Dans l'intervalle, un contingent de 230 policiers kenyans est arrivé lundi à Port-au-Prince pour renforcer la force de lutte contre les gangs, déployée sous mandat de l'ONU pour appuyer la police nationale d'Haïti face à l'escalade de la violence armée. Accueillis par les plus hautes autorités du pays, dont le président du Conseil présidentiel de transition, Laurent Saint-Cyr, les troupes kenyanes viennent soutenir une mission internationale en pleine montée en puissance, alors que Nairobi réaffirme son engagement à accompagner Haïti dans sa transition sécuritaire et politique. Les évêques catholiques d'Haïti appellent dans leur message de Noël 2025 à l'émergence d'un nouveau leadership capable de ramener la paix et de permettre la tenue d'élections crédibles, estimant que l'incertitude actuelle exige des choix responsables. La conférence épiscopale exhorte responsables politiques, institutions et acteurs sociaux à dépasser les intérêts particuliers pour éviter de nourrir les tensions et insiste sur la nécessité de climat sécuritaire préalable à tout scrutin avec l'appui de partenaires internationaux. Elle plaide pour un leadership fondé sur la priorité, la probité et le sens du service, dans le respect de la Constitution de 1987 à l'approche de la fin du mandat du CPT le 7 février 2026, concluant en appelant à une année 2026 marquée par la paix et le renouveau. Autre dossier, au moins une dizaine de personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées lundi à l'aube dans un accident de la circulation sur la route de Caracol dans le nord-est, a-t-on appris auprès de sources locales et de témoins. Le drame s'est produit au lieu dit Carrefour Madras lorsqu'un autobus transportant des ouvriers en provenance de Limonade a perdu le contrôle et s'est renversé en bord de route, selon les premiers témoignages. Les causes évoquées incluent un excès de vitesse ou une défaillance des freins, des facteurs récurrents sur cet axe routier.
Les secours ont été mobilisés pour évacuer les blessés vers des centres hospitaliers voisins, bien que le bilan exact reste provisoire et pourrait s'alourdir avec des estimations variant entre 10 et plus de 15 morts selon les rapports. Parlons à présent de l'arrestation de 4 employés du collège Leonardo da Vinci pour négligence grave dans le cadre de la noyade d'une jeune écolière d'origine haïtienne lors d'une sortie scolaire en République dominicaine. Dans l'intervalle, l'institution a été fermée. Selon notre confrère Yves-Marie Chanel, actif en République dominicaine, ce développement résulte notamment de la mobilisation de plusieurs journalistes influents. La mort de Stéphora Joseph pourrait faire bouger les choses chez le voisin dominicain, où les violences et le harcèlement entre élèves restent monnaie courante, ajoute-t-il. Écoutons les précisions du journaliste Yves-Marie Chanel. Le camp est en fait, c'est grâce à la collaboration de plusieurs journalistes, dont Edith Leffel. Donc, c'est des gens qui étaient pour un cas ça en considération. Plusieurs autres journalistes qui sont dans la ville de Santiago, qui étaient levés campés et qui fait que cas est arrivé dans le procureur de la République, ça nous les procureurs de la République là. Mais je pense que le ministre de la Justice en République dominicaine, Jenny Berenice était obligé de convoquer fiscal Santiago sous cas ça, il était même dénoncé que pas de gain en partie, c'est pas tout le monde comme si ça pas dit rien, pas de sensible à la question. Et il était metté procureur adjoint dans la poursuite là, Camacho sous dossier. Et c'est ça qui fait que le dossier a commencé à avancer là-dedans. Parce que je trouve que le dossier ça fait un pile bruit dans la presse dominicaine. Il y a un pile journalistes dominicains, influenceurs, avec monde dans diverses sphères dans la société dominicaine qui levé campé pour que le dossier soit capable de gagner en suite. Et en même temps, pour les permettre que plusieurs monde, spécialistes, sociologues, psychologues, penchés sous cas de questions, ça aurait les racisme, ça aurait les bullying dans l'école, violence dans l'école, tout parce que dans la même semaine ça qui s'est passé là, il y a un élève dans Santiago qui piquait l'autre, qui tuait. Donc ça veut dire que violence, il caractérise tout dans la société par ça, parents ou bien adultes abdi ou bien que y a fait parce que si mon c'est reproduit exactement ça grand mon abdi soit la caillou soit dans la radio. Donc, violence, c'est comme ça, il manifesté ordinairement dans la société. Donc, cas s'accumule par arrestation samedi de 4 mois. Mais l'évolution dans le dossier, c'est que le ministère public, là, il a décidé, le monde savait, ils ont garanti une sorte de caution de 50 millions de pesos. 50 millions de pesos, c'est presque $1 million. Donc, il est capable de financer à travers de l'assurance. Et il y a bien une présentation périodique pour venir signer dans le ministère public en attendant que l'investigation soit capable d'avancer. Mais l'investigation, jusqu'à présent, elle est limitée parce que, selon maman Stéphora, avec avocat surtout, qui a défendu les femmes, il y aurait mettre des copies de documents, dont des copies de vidéos, mais il estimé qu'il va le faire checker vidéo parce que vous pensez que vidéo, c'est des vidéos qui sont éditées, qui va bailler côté incident et passé effectivement ici, ça, dans Gourabo, au quartier UP, dans la zone Santiago. Autre point de l'actualité, la remise de prix de la 9e édition du concours de textes et de reportages de l'Office de la protection du citoyen s'est déroulée ce lundi. L'occasion pour le protecteur du citoyen, Jean-Wilner Morin, de souligner que cette initiative vise à sensibiliser, former et mobiliser la jeunesse autour des droits humains. De son côté, le ministre de l'Éducation nationale, Augustin Antoine, affirme que les 225 participants de cette année témoignent de la volonté des jeunes de s'exprimer sur les enjeux sociaux du pays, ajoutant que les travaux produits resteront gravés dans les archives de l'OPC. Le chef du secteur des droits humains du BINU, Arnaud Royer, évoque pour sa part l'importance de cet espace littéraire pour les jeunes haïtiens dans un contexte sociopolitique marqué par l'insécurité. Suivez ce reportage de Rodolphe Fierluy et de Guitry Choisy. La 9e édition du concours de l'Office de la protection du citoyen a pris fin ce lundi. La remise de prix aux gagnants s'est déroulée en présence de différentes personnalités. L'occasion pour le protecteur Jean-Wilner Morin de souligner l'objectif de cette initiative. La 9e édition du concours de textes et de reportages s'inscrit
dans cette volonté de sensibiliser, former et mobiliser la jeunesse autour des droits humains. Cette année, 225 jeunes venus de toutes les régions du pays ont participé. Leur engagement démontre une chose: la jeunesse haïtienne refuse le silence et la résignation, comme le rappelle l'histoire. Les droits ne sont jamais donnés. Ils se conquièrent. De son côté, le ministre de l'Éducation nationale, Augustin Antoine, explique l'importance des travaux produits par les participants qui, selon lui, resteront dans les archives de l'OPC. Chers lauréats et lauréates, votre contribution a une valeur immense. À travers vos textes et vos reportages, vous devenez des porte-voix de celles et de ceux qu'on n'entend pas, qui n'ont pas de voix pour crier. Vous devenez leur porte-voix. Vous devenez les défenseurs des principes universels qui fondent notre démocratie. Certes, aujourd'hui, en lambeaux, une démocratie quand même. Et des bâtisseurs d'une conscience collective, tournée vers plus de justice, plus de respect et plus d'humanité. Présent également lors de cette activité, Arnaud Royer, le chef de la section de droits de l'homme au sein du BINU, a mis l'accent sur ce que représente cet espace littéraire pour les jeunes qui ont pris part à ce concours. Je tiens maintenant à vous féliciter, car vous avez choisi de vous faire entendre et de faire entendre votre voix à travers l'écriture et la créativité. Vous avez choisi de défendre la vérité et de défendre la justice par les mots et par la réflexion. Cela est déjà un acte très fort de protection des droits humains. Votre engagement continue à construire une culture de respect, une culture de dialogue, de transparence et de paix. Aujourd'hui, il est plus que jamais primordial de créer et protéger des espaces ouverts où la jeunesse puisse s'exprimer sans peur, où la presse puisse exercer son rôle essentiel, où la société civile et les défenseurs des droits de l'homme puissent travailler dans la dignité et où l'État et les institutions publiques puissent accomplir leur mandat au service du bien commun. Ce concours de textes et de reportages organisé par l'OPC permet aux jeunes écrivains et journalistes de s'exprimer sur les problèmes sociaux qui rongent la société haïtienne, une opportunité d'après des observateurs qui devrait inspirer les autorités étatiques. Pour refermer la page nationale de Métro News, l'historien Michel Soukar appelle à une mobilisation générale dans le pays pour permettre aux joueurs haïtiens qui participeront au prochain mondial de bénéficier d'une bonne préparation avec des matchs de qualité, des séances de concentration. Il estime que les joueurs du groupe actuel ont les moyens d'une participation honorable à la Coupe du Monde 2026, à condition que leur préparation se déroule hors de l'influence néfaste des politiciens locaux. L'analyse de l'historien Michel Soukar. Je regarde le football assez longtemps pour me connaître qu'en football, la balle est ronde pour tout le monde. Même qu'on est tout que préparation campagne en Coupe du Monde, c'est pour une plaisanterie. Et je me souhaité que tout le monde qui est capable, ni mon diaspora, ni mon dans le pays, que l'État, que le secteur privé, en dedans comme dehors, bat équipe là pile moyen pour faire des matchs de préparation et de longues séances de concentration. Parce que le matériel humain qui est capable de faire une participation honorable d'Haïti à cette Coupe du Monde. Bon, j'ai longtemps dans la vie que je regarde le football. Dieu seul sait si j'ai vu des équipes magnifiques et des joueurs merveilleux, tant haïtiens qu'étrangers. Je crois qu'il y a des équipes qui face nous là, qui sont difficiles. C'est vrai. Le Maroc, c'est la meilleure équipe d'Afrique. Le Brésil, mais que l'embesse, les gens dans ça pour prendre. Même penser que l'Écosse, quoiqu'une bonne équipe, est à la portée de l'équipe haïtienne. Moyennant que nous mettons vraiment des moyens sérieux. Plus de mensonges,
plus de faux semblants, plus d'hypocrisie. Surtout avec cette histoire de promesses non tenues. Parce que nous faisons ça. Et c'est la raison pour laquelle c'est une bagarre qui était détruite, mentale, l'équipe 73. Et maintenant, il y a plus de monde qui déjà poser une question, parce que c'est pas pour fois parler de football, mais écrire sur football. Et c'est une bagarre que moi, je en pile. C'est ça fait toujours dire au monde qu'il y a des clubs, qu'il y a des équipes que moi, même pas fanatiques. Le fanatique est un aveugle. Comme dit le grand écrivain Hugo Galeano, je ne demande pour l'amour de Dieu que d'une belle action et que m'importe le club ou le pays qui la réalise. Parce que c'est ça avant tout aimer le football. Pour nous arriver là, dans la génération 69 là d'abord, il y a un long travail qui était fait. Nous arrivons au terme de cette édition de Métro News. Avant de partir, le rappel des titres à la une de ce lundi. Michel-Joseph Martelly est dans le collimateur de l'ULCC pour soupçon de corruption. L'ancien président est accusé de fausses déclarations de patrimoine. Dans un rapport publié ce 8 décembre, l'ex-chef de l'État est épinglé pour de lourdes incohérences dans sa déclaration de revenus artistiques, lesquels auraient augmenté de plus de 270% au cours de son mandat. D'autres hauts fonctionnaires sont également mis en cause, dont la ministre Niolaline Sarah Octavius et l'ex-DG du FNE, Jean-Ronald Joseph. Une conférence internationale est prévue à New York ce mardi afin de renforcer la force de répression des gangs en Haïti. Les États-Unis et la CARICOM cherchent à mobiliser financement et contingents. Dans l'intervalle, un nouveau contingent kényan de 230 policiers spécialisés est arrivé à Port-au-Prince ce lundi. Et puis en République dominicaine, 4 employés du collège Leonardo da Vinci ont été arrêtés après la noyade de la jeune élève haïtienne Stéphora Joseph. L'établissement a été fermé après le drame à la suite d'une mobilisation médiatique qui a poussé les autorités à agir. C'est ainsi que nous refermons cette édition de Métro News. Merci de votre précieuse attention. Merci surtout de votre confiance. On se retrouve bientôt. Restez branchés Métropole et prenez soin de vous. Bonsoir.